Je vous propose de prendre place. Nous allons commencer la réunion. Est-ce qu'en ligne, c'est bon aussi, l'enregistrement aussi? Alors, monsieur le maire, c'est à vous. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous, bienvenido a todos. Cette salle, là, on a vu des réunions de concertation sur tous les sujets industriels depuis plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, on va parler d'un projet hydrogène, le projet Barmar. Au passage, j'aurais préféré qu'il s'appelle Barfos, ça aurait été plus juste. Mais bon, on ne désespère pas que ça change de nom, puisque ce serait plus ancré dans la réalité des choses, puisque Marseille, c'est quand même à 60 km d'ici. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être présents. Bienvenue à Fos-sur-Mer. Merci à la CNDP pour le travail que vous réalisez. Il me paraissait inconcevable qu'il n'y ait pas de réunion sur Fos-sur-Mer pour cette concertation sur ce projet, puisqu'encore une fois, on est directement concerné. C'est un projet qui, a priori, ne pose pas d'énormes problèmes écologiques, contrairement à d'autres, puisqu'on est sur du transport, du transport d'hydrogène en version sous-marine. Donc après, je ne vais pas m'aventurer sur les impacts écologiques au niveau de la Méditerranée. Ce n'est pas trop mon domaine. En tous les cas, sur Fos, je ne vois pas d'inconvénients majeurs concernant ce projet. On en a déjà discuté avec les équipes de Natran à la mairie de Fos. Bon, ceci étant, on est là pour écouter tout le monde, respecter tout le monde et veiller à ce que la voix et les positions des uns et des autres soient entendues dans le cadre de cette démarche réglementaire et démocratique qui consiste à partager l'information et partager les remarques des uns et des autres de façon à viser à l'acceptation la plus entière possible, même si on n'arrive jamais à du 100%, quels que soient les projets. Mais enfin, d'un avis personnel, vu le nombre de projets qu'on a vu passer sur ce territoire, il me semble que celui-ci ne devrait pas présenter de difficultés majeures, outre mesure, compte tenu de sa nature. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, bonne réunion et puis place au travail. Merci, monsieur le maire. Est-ce que je peux passer la suivante? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jean Véra, je vais animer cette réunion. Je vais juste vous présenter rapidement le programme donc de cette réunion, qui est une réunion de clôture, ce qui est une réunion un petit peu aussi particulière dans une concertation. Mais je pense que mesdames et messieurs le garant auront l'occasion de revenir sur l'objet de cette réunion. La réunion commencera par un rappel sur le projet en vidéo. Donc pour faire très court, il y aura uniquement la vidéo de présentation du projet. Et ensuite, on prendra un temps de présentation peut-être un peu plus long que ce que l'on fait habituellement pour revenir sur les principaux sujets qui ont jalonné cette concertation, qui l'ont ponctuée. Donc on fera ça, d'abord on présentera le déroulement de la concertation très rapidement, puis surtout on reviendra sur les 15 questions qui ont ponctué la concertation. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont des questions qui ont été récurrentes et qui ont un peu structuré le débat. On conclura en expliquant ce que l'on peut retenir déjà à ce stade sur le projet, et puis tout le reste de la réunion sera dédié aux échanges avec le public. Donc je pense qu'on en a à peu près pour une trentaine de minutes de présentation, et ensuite tout le reste de la réunion sera un temps d'échange avec vous. Et puis pour conclure, donc on redonnera la parole aux garants qui viendront conclure cette réunion. Je vais laisser tout de suite la parole à Manuel Bonnier, directeur des opérations de Barmar, pour présenter aussi l'équipe qui est en tribune. Merci Jean. Et puis pour vous présenter l'équipe, je suis accompagné de François Dedieu, qui est le secrétaire général de la société Barmar. Et puis pour expliquer les éléments, être là pour vos questions aussi, nous avons Thomas Hulot, qui est responsable de projet, qui pilote en particulier nos études environnementales, les études de sécurité. Et puis Caroline Delarmina, pardon. Caroline Delarmina, qui est responsable du projet sur la partie française, pour la coordination de tout ce qui est sur la partie française. Monsieur le maire, je vous remercie pour ces quelques mots, puis je vous remercie de nous accueillir à la Maison de la Mer ce soir à Fos pour cette conclusion. Et ce sont les garants qui vont prendre la parole maintenant.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé, en tant que garant, donc, qui a suivi l'ensemble de cette concertation, même si moi j'étais plus à distance qu'en présence jusqu'à aujourd'hui, de vous resituer un peu la place de la réunion dite de clôture dans le processus de concertation. C'est une réunion de clôture, mais ce n'est pas une réunion de conclusion, parce que la concertation, elle continue jusqu'au 12 juillet, même si aujourd'hui c'est la clôture des rencontres qui ont été organisées. Vous allez voir, il y en a un certain nombre. C'est donc un temps de participation à part entière. Des questions peuvent rester à poser, des remarques à émettre, des propositions ou des alternatives à énoncer. Donc, comme pour les autres temps et rencontres, toute remarque est bienvenue à l'oral aujourd'hui, à l'écrit ensuite, jusqu'au 12 juillet. Comme vous allez le voir, le maître d'ouvrage va vous présenter ses premiers renseignements qu'il va tirer finalement de l'ensemble des temps qu'il a passé avec le public. Ce sont des premières synthèses finalement de ce qui peut être tiré, mais elles ne sont pas définitives à ce stade, puisque le bilan ne peut pas encore être tiré, même si on peut dire que c'est un bilan un peu intermédiaire. Et du coup, des réactions sont aussi attendues à ce bilan. C'est aussi l'intérêt de cette réunion de clôture un petit peu avant la fin, pour pouvoir donner l'occasion finalement de demander éventuellement des compléments. Et donc aujourd'hui et jusqu'au 12 juillet, on est en attente de tout ce que les publics pourraient pouvoir demander ou émettre comme remarque. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va pouvoir lancer la vidéo de présentation du projet. El hidrógeno es una pieza clave para la política energética europea. Permite abordar 3 desafíos a la vez: la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad industrial, especialmente en un momento de inestabilidad global como el actual. Alors l'hydrogène renouvelable se produit par un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité renouvelable qui peut venir du solaire ou de l'éolien pour séparer une molécule d'eau en 2 composants, de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène renouvelable de l'autre. Par l'utilisation et par la production d'hydrogène renouvelable, l'Europe va pouvoir remplacer de l'énergie fossile, devenir plus résiliente et se décarboner. Par exemple, pour fabriquer de l'acier, l'hydrogène vert renouvelable pourrait remplacer le charbon et réduire de 80 à 90% les émissions de CO2 de ce secteur d'activité. Barmar es una de las piezas clave del corredor H2Med. Es la interconexión más avanzada en el contexto de la Unión Europea. Y hay unos objetivos de descarbonización muy importantes y el hidrógeno es la única alternativa viable para que se produzca esa descarbonización. Ce projet Barmar, c'est un défi technique et industriel pour nous. Nous allons poser une canalisation sous-marine, 1 mètre de diamètre sur 400 km. C'est la première fois qu'on va réaliser comme ça une canalisation de transport d'hydrogène à cette échelle. Et Barmar va ainsi poser les bases du réseau énergétique de demain pour l'Europe. Au niveau environnemental, la première étape du projet, c'est une étude géophysique. On va aller étudier les fonds marins, chaque mètre carré du fond marin, pour analyser les sédiments, identifier les habitats sensibles et ainsi pouvoir limiter l'impact du projet sur l'écosystème marin. Pour installer une telle canalisation, nous allons amener des tubes sur un bateau de pose, c'est un grand bateau de 250 mètres de long environ, sur lequel les tubes vont être soudés les uns aux autres, puis on va les laisser descendre et se poser au fond de la mer. Pour cela, on va les guider de manière très précise. Et on va avancer ainsi à une vitesse de 2 km par jour à peu près. Ça dépend un peu de l'environnement. L'objectif est clair, c'est permettre son intégration dans l'environnement et permettre que les activités économiques, la pêche notamment, puissent continuer. Avant d'arriver à terre, nous allons passer par un micro-tunnel. Ainsi, la canalisation sera complètement enterrée sans perturber l'arrivée sur le rivage. En résumé, c'est sûr,
invisible et parfaitement contrôlé. Alors ce projet, Barmar, représente une opportunité économique très importante pour la France. Il va acheminer jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans la zone de Fos-sur-Mer. Ça va également soutenir la décarbonation d'industries existantes qui emploient des milliers de personnes, que ce soit dans le raffinage, la chimie ou même la production d'acier. Donc finalement, le projet Barmar agit comme un accélérateur pour la compétitivité de la région. El desarrollo de la economía del hidrógeno verde representa una gran oportunidad para España y que fomentará tanto la competitividad como la creación de un empleo de calidad en el territorio nacional. Además, esto no solo va a suponer un desarrollo en el frente económico, sino también social en todos los territorios en los que el proyecto se desarrolla. Para ello se ha creado una empresa que lo desarrolle y hay equipos ya en marcha para este objetivo. De manera que en el 2032 se prevé que para el 2032 pueda estar en servicio. Barmar representa mucho más que un ducto submarino, representa una visión europea compartida, común y de futuro. Ensemble, nous allons construire le réseau de demain pour une Europe plus résiliente et souveraine sur le plan énergétique. La economía del hidrógeno verde acelerará el crecimiento industrial y la generación de empleo de calidad en España, posicionando al territorio nacional como un hub europeo del hidrógeno renovable. Barmar, c'est aussi une opportunité économique pour la France et à long terme, la France peut être au cœur d'un système d'énergie décarboné. Après ces quelques rappels sur le projet, nous en venons au moment de cette réunion de clôture à rééchanger sur quelques enseignements, peut-être pas tous, les principaux, ce qu'on aura retenu. D'où viennent ces éléments que nous partageons ce soir? Ce soir, c'est après l'ouverture qui avait lieu le 6 mai à Gruissant, c'est le 25e temps d'échange avec le public et vous le voyez, nous avons pu parcourir l'ensemble du pourtour méditerranéen pour aller à la rencontre sous différents formats. Et là, vous voyez la carte en France. Et je tiens à souligner aussi que sur ce projet d'intérêt commun européen, la concertation se déroulait en même temps en Espagne. Et nous avons dans la salle ce soir 2 collègues espagnols, David Navas et puis M. Francisco de la Flor, qui est le directeur général de Barmar, qui sont avec nous, de la même manière qu'un collègue espagnol avait pu participer à la réunion de restitution intermédiaire mi-juin. Sur les différents formats, nous avons connu des conférences débats, nous avons connu des débats mobiles à la rencontre du public, des rencontres avec les jeunes, lycéens, étudiants, et puis nous avons fait un certain nombre de visites de sites. Beaucoup de chiffres sur cette slide, vous pourrez les regarder. S'il fallait peut-être retenir deux choses, c'est le nombre de visites sur le site de la concertation, donc des personnes qui sont allées se renseigner sur le projet, puis qui après ont posé des questions ou sont venus nous voir ou pas, mais qui en tout cas ont été voir l'information après toute la communication qui avait été faite. Et puis un certain nombre de contributions, un certain nombre de cahiers d'acteurs aussi. À date, on en enregistre 5, sans doute certains autres viendront d'ici le 12 juillet. 5 qui sont beaucoup exprimés, 4 d'entre eux sont par des représentants du monde professionnel de la pêche. En image, cette concertation, vous voyez un peu la diversité des temps de conférences, des temps de rencontre du public, des temps de rencontre de lycéens que nous avons pu connaître. Des visites de sites également, sur le site d'atterrage, à Fos, justement, proche du pôle du terminal minéralier, et puis les différents moments de rencontre à nouveau. De tous ces temps d'échange, des différents chiffres qu'on a vus avant, ce soir, nous allons remettre en lumière un certain nombre de questions. Alors, ça ne fait pas l'intégralité des questions, mais on va mettre en lumière des éléments qui sont venus fréquemment, ou des éléments qui ont été un petit peu plus complexes et qui nous ont amenés à approfondir la réflexion et puis qui nous serviront à continuer à approfondir cette réflexion sur le projet. Une première de ces questions, elle est autour de l'opportunité du projet, autour de l'origine de l'hydrogène renouvelable
que Barmar est destiné à transporter. Et pour nous éclairer sur le sujet, je vais passer la parole à François. Oui, merci Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me lever parce que sinon je ne vous vois pas et c'est pas agréable. Donc effectivement, une des premières questions qui se pose, c'est qui s'est posée dans les débats, c'est est-ce que c'est ce question autour de l'opportunité du projet. Finalement, est-ce que l'Espagne va être capable de fournir une telle quantité d'hydrogène? C'est la question. Ce que vous retrouvez dans le dossier de concertation, ce sont les cartes qui sont ici, qui est une étude externe qui montre effectivement que l'Espagne sera naturellement exportatrice et que l'Allemagne viendra tirer la demande industrielle en hydrogène à horizon 2040 et même au-delà en 2050. Et du coup, il y a un flux naturel d'hydrogène qui va ne demander qu'à transiter entre l'Espagne et l'Allemagne. Quand on a dit ça, on n'a pas expliqué le pourquoi. Et c'est derrière, et c'est des thèmes qui ont déjà été abordés dans les différents temps d'échange. Il y a deux choses en fait qui vont expliquer ce flux et cette nécessité de construire une canalisation. C'est à la fois le volume d'hydrogène, on va parler des quantités, et l'économie, le prix. Le volume d'abord, aujourd'hui on voit que l'Espagne, c'est la géographie en Europe, dans lequel il y a le plus de développement de projets de production d'hydrogène renouvelable, donc je rappelle par électrolyse de l'eau, avec la connexion à des sources renouvelables, solaires et éoliens. Vous avez ici quelques exemples de projets qui sont en développement. Certains ont passé les décisions d'investissement, ou au moins pour certaines tranches, et on voit que l'Espagne fait partie des pays les plus dynamiques, dans une période pour laquelle, effectivement, on voit d'autres pays, il y a un peu plus de temporisation. L'Espagne continue d'accélérer et continue de prendre des décisions d'investissement et continue d'avoir un portefeuille de projets qui est parmi les plus grands d'Europe, ce qui va permettre finalement d'alimenter la canalisation Barmar et remonter l'hydrogène depuis l'Espagne vers les pays consommateurs. Ça, c'est pour le volume. Maintenant, pourquoi je vais y arriver. Pourquoi l'Espagne, au-delà du volume et au-delà de la capacité incroyable du pays à accueillir des renouvelables et à avoir une capacité à produire, il y a aussi une question de compétitivité. On le sait, les industriels vont être à la recherche d'hydrogène renouvelable par des mandats d'incorporation, par des obligations de décarbonation. Maintenant, ils vont, comme tout industriel, chercher à le faire de la manière la plus économique possible. Et quand on regarde les coûts de production en euros du kilo dans les différents pays européens, ça c'est les chiffres de la Banque européenne de l'hydrogène qui ont été publiés en mai, on voit que l'Espagne est aujourd'hui parmi les pays les plus compétitifs pour produire cet hydrogène renouvelable, ce qui forcément va en faire une place de choix pour la production et pour l'approvisionnement, que ce soit à la fois pour la consommation locale, mais aussi pour des acteurs français ou allemands qui chercheraient à se sourcer en hydrogène, bien évidemment à condition que le coût de transport soit inférieur à la différence de prix de production entre les deux pays, mais ça c'est naturel. Donc ça, c'est les deux aspects effectivement qui sont revenus souvent dans la discussion. Quand on parle de volume, on parle forcément d'énergie, mais aussi d'eau. Effectivement, autant la capacité du pays à produire des renouvelables semble évidente, celle à s'alimenter en eau peut l'être un peu moins. Et là, l'objectif a été de remettre des ordres de grandeur autour de la consommation d'eau. On est de l'ordre de 10 à 15 litres d'eau consommée pour 1 kg d'hydrogène produit. Quand on ramène ça à la capacité d'un pipeline comme Barmar, qui est de 2 millions de tonnes par an, finalement, la totalité de la consommation en eau qui serait nécessaire pour les besoins de production d'hydrogène serait de l'ordre de 0,1% de ce qui est consommé aujourd'hui pour l'agriculture. Donc même si ça fait des volumes importants, ça reste marginal. Et de toute façon, c'est sur autorisation au cas par cas pour chaque unité de production. Ça, c'est des débats qui sortent un petit peu du scope pur de Barmar, mais qui ont quand même été abordés fréquemment dans les questions. Donc c'est pour ça qu'on tenait à y revenir. Toujours sur la question de l'opportunité, on voit qu'il y a une capacité de production en Espagne, on voit qu'il y a une zone compétitive, il y a une demande industrielle, mais pour que la production rencontre la demande, il va quand même falloir que quelques facteurs se mettent en mouvement. J'entends par là un équilibre déjà entre le prix de production et la capacité à payer, ou en tout cas la volonté à payer des industriels. Quand on dit volonté à payer, c'est lié à des obligations réglementaires, j'en ai parlé, à des ambitions de décarbonation, mais qui ne se font pas à n'importe quel prix.
Et ce prix d'équilibre, finalement, il s'atteint par deux leviers. D'une part, la baisse du coût de production en Espagne. Et ça se fait avec la maturité industrielle, avec l'expérience. On l'a vu sur les courbes de baisse de prix, aussi bien dans le solaire, dans l'éolien. C'est qu'après 10-15 ans d'expérience, ce sont des énergies dont le coût de production a drastiquement baissé. Il faudra du temps pour l'hydrogène aussi, mais nous, on est une infrastructure qui s'inscrit dans le temps long. Et à l'inverse, sa capacité à payer, elle se regarde par la substitution. Qu'est-ce qu'on substitue quand on consomme de l'hydrogène renouvelable? On remplace soit de l'hydrogène gris, soit du gaz naturel, en tout cas deux énergies fossiles basées sur le gaz. Ça veut dire que la compétitivité de l'hydrogène renouvelable se fera aussi par une hausse du prix du carbone, donc les fameux quotas carbone, ou une hausse du prix des matières fossiles. Et puis de toute façon, voilà, au-delà de l'équation économique, la maturité finalement du marché va être alimentée par la progression des réseaux nationaux, que ce soit en Espagne, qui a pris un petit peu d'avance sur le développement, ou même l'Allemagne, qui a déjà commencé à investir dans des réseaux d'hydrogène. Et finalement, l'infrastructure Barmar viendra être un segment qui connectera des backbones des réseaux nationaux. Et après, voilà, une fois qu'on a parlé du marché, on doit un peu plus rentrer dans comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Et ça, Manuel va nous rappeler quel est le modèle économique de Barmar. Et faire le lien entre les producteurs et puis la consommation. C'est ce que tu indiquais tout à l'heure, François. Barmar, c'est un opérateur de réseau. Donc constructeur de l'infrastructure, exploitant futur de l'infrastructure, commercialisateur de son accès. Sur ces infrastructures, des producteurs, qui vont être nos clients, des consommateurs, qui vont être nos clients en termes de raccordement, vont venir se brancher. Et ce sont surtout ce qu'on appelle les expéditeurs, c'est-à-dire ces fournisseurs qui vont faire le lien entre les producteurs et les consommateurs, sont surtout ces expéditeurs, ces fournisseurs qui vont venir acheter à Barmar, demain, la capacité d'acheminer et de transporter de l'hydrogène renouvelable. Barmar, opérateur de réseau, a donc fonction à connecter les acteurs de la production, de la consommation et de leur rendre des éléments possibles, de rendre possible pour les producteurs de trouver un débouché, de trouver plusieurs débouchés, et pour les consommateurs de sécuriser leur approvisionnement. Pour autant, Barmar, en conséquence, n'est pas producteur d'hydrogène et n'est pas directement consommateur non plus. On a eu parfois la question, très bien, mais comment vous assurez-vous que cet hydrogène est bien utilisé et comment décidez-vous qu'il va aller vers tel ou tel secteur d'activité? L'opérateur de réseau que nous sommes crée des possibles par un réseau, et un réseau qui est ouvert et qui va permettre à différents producteurs, à différents consommateurs de venir se raccorder. Ça va être de rendre possible l'accès à l'infrastructure. Le fait que ce soit d'éventuels secteurs d'activité plus que d'autres qui vont venir valoriser cet hydrogène renouvelable, l'utiliser, là on est d'un ressort de transformation énergétique qui est un peu au-delà de l'opérateur. Ça va être ce que les autorités, ce que l'Europe, ce que les acteurs nationaux aussi vont pouvoir encourager, faciliter, tu nous en as dit un mot François, sur les leviers qui feront que ce marché émergent de l'hydrogène se développera plus ou moins vers différents secteurs d'activité. Quant aux modalités d'accès au réseau en elles-mêmes, la perspective c'est que l'opérateur de réseau que nous serons, pour garantir un accès ouvert, un accès non discriminant, soit régulé et que les règles soient fixées par un opérateur de régulation. Alors nous avons eu régulièrement la question aussi, très bien, vous nous parlez de l'opportunité, on peut s'en convaincre, on voit les perspectives sur l'hydrogène, mais finalement, pourquoi transporter de l'hydrogène renouvelable jusque vers des industriels et pourquoi ne pas plutôt produire localement, au plus près des industriels, cet hydrogène renouvelable? Alors, une grande source d'électricité renouvelable en Espagne, pourquoi ne pas amener l'électricité renouvelable depuis l'Espagne jusqu'à la France plutôt que de le convertir en hydrogène et l'amener par Barmar? Deux éléments essentiels. D'abord, la puissance. Dès lors qu'on s'est converti en hydrogène et par une molécule, par un tube d'1 mètre de diamètre, tel que Barmar, qui va être posé en sous-marin, eh bien on vient transmettre autant de puissance que plusieurs, on parle de 8 à 10 lignes de très haute tension qu'il faudrait mettre
en parallèle pour amener la quantité équivalente d'électricité. Donc la puissance de transport, la capacité de transport va être bien plus importante sous la forme d'hydrogène. Ensuite, le transport par canalisation sous-marine, eh bien, il va de ce fait avoir une emprise bien moindre. Et puis, on verra tout à l'heure ce qui a amené à choisir le chemin dont nous parlons là. Autre question, tiens, on pourrait se dire, il y a aussi l'électricité, même déjà en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt produire l'hydrogène à partir d'un mix électrique bas carbone en France, François? Oui, alors peut-être en écho à ce qu'on disait juste avant sur ce sujet du mix électrique, on parle d'hydrogène renouvelable. Effectivement, la France a un énorme atout, c'est le nucléaire, donc elle est capable de produire de l'électricité bas carbone de manière compétitive. Pour faire de l'électricité renouvelable, c'est un petit peu plus difficile, et vous l'avez vu, les chiffres qu'on a montrés tout à l'heure sur l'économie de production, c'était les chiffres de l'hydrogène renouvelable. Donc pour le coup, c'est plus économique d'aller produire de l'hydrogène renouvelable en Espagne et le transporter que de le produire localement. Bien sûr, il y a un marché pour chaque hydrogène, il y a un marché pour l'hydrogène renouvelable. Il y a aussi des secteurs d'activité qui se contenteront d'un hydrogène bas carbone fait à partir de nucléaire. Donc les deux sont complémentaires, avec des volumes parfois un peu différents et des coûts et donc des prix de vente un peu différents aussi. Voilà ce qui nous amène à privilégier une canalisation sous-marine pour transporter l'hydrogène renouvelable. Alors nous avons eu la question aussi, alors le projet s'appelle bien Barmar et il arrive bien à Fos-sur-Mer, comme le soulignait Monsieur le maire. Alors pourquoi arriver à Fos? Sur l'est de la France, il y a deux éléments. Le premier, c'est que vous le voyez sur la carte, nous prenons directement pied auprès d'un bassin industriel majeur sur toute la zone de Fos-Berre. On a d'ailleurs eu une étape de la concertation spécifique à l'activité économique sur Fos-Berre. Ensuite, quand on remonte le couloir rhodanien, on va retrouver à nouveau sur l'est de la France beaucoup de zones industrielles françaises qui vont être autant de réseaux régionaux qui pourront se connecter sur ce corridor H2Med et dans la suite de Barmar. Autour de la région lyonnaise, et puis il y a même un réseau en cours de construction au niveau de la Moselle en ce moment même. Et ce couloir à l'est, c'est aussi le chemin le plus direct pour aller vers l'Allemagne, où, François nous l'a expliqué tout à l'heure, il y a des appels en hydrogène très importants pour l'industrie européenne. Ce chemin par la mer jusqu'à Fos, c'est donc le plus direct. C'est aussi celui qui est le moins complexe sur le plan foncier. En particulier, si on devait passer complètement par la terre au travers des Pyrénées, vous voyez bien qu'on aura un impact de biodiversité et sur les emprises foncières qui serait bien plus conséquent. Et puis on a eu parfois la question aussi, très bien, mais il y a de l'activité aussi, on a eu aussi une étape de concertation sur la dynamique hydrogène en Occitanie, autour de Port-la-Nouvelle. Et on a eu parfois la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusque Port-la-Nouvelle et puis continuer par la terre ensuite? Encore une fois, l'activité industrielle majeure, elle est à l'est, elle est directement sur Fos, et ça n'empêche pas du tout, au contraire, que les réseaux régionaux se développent à leur échelle aussi et pourront se raccorder, et en particulier les projets, alors, côté est avec Inframed, côté ouest, davantage avec AISO. Tu peux nous en redire un mot peut-être? Oui, alors c'est vrai que ça c'est un sujet qui est beaucoup venu dans les escales en Occitanie, notamment effectivement tu le disais, pourquoi est-ce que ça va directement jusqu'à Fos, comment est-ce qu'on va être alimentés les autres régions. Faut vraiment voir Barmar comme un segment d'une infrastructure européenne, d'un corridor, du corridor H2Med, et dans lequel viendront se connecter des infrastructures locales. Donc en arrivant à Fos, effectivement il y a une section qui remonte, comme l'a dit Manuel, vers le nord qui s'appelle Eiffen, vers les stockages et la zone industrielle de Marseille-Fos via Inframed, et vers l'Occitanie via deux canalisations qui s'appellent Midi et AISO pour aller connecter Port-la-Nouvelle et pour collecter d'autres stockages et des zones de production dans le sud de la France. Donc voilà, c'est des infrastructures qui seront simultanées, dont les dates de mise en service aujourd'hui sont concomitantes à fin 2032. Un autre point important dans les échanges que nous avons eus tout au long de cette concertation, ça a été à l'occasion de différentes questions et à l'occasion d'une conférence débat spécifique au métier de la mer et au métier de la pêche. La question, ce projet, comment est-il compatible avec la pêche, avec la conchiliculture? Et là, je vais me tourner vers Caroline pour nous en dire plus. Effectivement, c'est une question qui a été soulevée dès avant la concertation, puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on discute avec les professionnels de la pêche et qu'on a signé des conventions
avec eux pour les associer très en amont du projet à l'élaboration du tracé, et notamment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contraintes en phase opérationnelle au-delà de la phase de construction qui aura évidemment un impact qu'on ne peut pas éviter mais qu'on peut essayer de limiter pendant la phase de travaux. Et ça passe notamment par l'ensuyage de la canalisation à une profondeur suffisante partout où c'est possible. Et les études géophysiques notamment qu'on a menées pour l'instant nous montrent que ça devrait être possible partout à 99% du tracé en France, de façon à permettre la reprise des activités de pêche en phase opération de la canalisation après les travaux, sans aucune contrainte pour les pêcheurs professionnels, y compris pour la pêche au chalut. L'impact le plus important, il sera effectivement pendant la phase de travaux, et notamment là pour ça, ce qui est important, c'est d'assurer une bonne coordination et une bonne information des usagers de la mer, et notamment des pêcheurs, pour bien se coordonner, limiter l'impact et travailler en sécurité aussi entre les travaux de pose de la canalisation et le maintien des activités de pêche, pas directement à proximité des travaux, mais avec les limitations les plus faibles possibles. On s'engage aussi à écouter les retours des professionnels, à bien comprendre leurs enjeux et leurs contraintes, et à les écouter et à faire tout ce qui est en notre possible pour limiter ces contraintes lors des travaux. Et puis, notamment, là, plus spécifiquement pour la ressource conchilicole et notamment à l'atterrage avec la coopérative du golfe de Fos. Là, on aura un impact lié aux travaux de l'atterrage qui vont durer un peu plus longtemps que les travaux en tracé courant. Et donc, on a également signé une convention avec Copaport et avec le CEPRALMAR. Et on a déjà un suivi environnemental et un suivi de la croissance de la ressource conchilicole, donc des huîtres et des moules, qui est en place et qu'on renouvellera jusqu'au début de la phase travaux, puis dans la phase travaux, puis après la phase travaux pour vérifier l'impact réel, s'il y en a un, de nos travaux et prendre les mesures nécessaires pour limiter cet impact au maximum. Il y a quand même quelques points spéciaux sur le tracé de l'ouvrage où on sait déjà qu'on ne pourra pas ensouiller la canalisation à 1 mètre de profondeur. C'est au niveau des croisements avec les réseaux existants. Et notamment les câbles de raccordement des parcs éoliens. Donc on sait déjà qu'on va croiser le câble de raccordement du parc pilote PGL. Les autres raccordements, selon les plannings, on ne sait pas encore exactement qui va passer en premier. On échange avec RTE aussi pour bien prendre en compte ça et puis tenir compte dans le design de nos infrastructures et dans notre coordination pour la pose de ces plannings et de ces méthodes de construction. Il y a un principe général qui a déjà été mis en œuvre un certain nombre de fois dans le monde. Ce n'est pas la première fois qu'on va avoir des canalisations et des câbles qui se croisent. Donc c'est le premier réseau qui arrive. Il est forcément en dessous. Donc on ne peut pas, avec les techniques de pose, venir faire passer le deuxième réseau en dessous d'un réseau existant. Donc ce premier réseau, il est ensouillé ou sur le fond marin. On va le protéger avec une protection béton en surface, de façon à garder une distance minimale entre les deux infrastructures et éviter tout risque d'endommagement de l'une par l'autre, et préserver aussi une distance qui permet d'intervenir pour faire la maintenance ultérieure des ouvrages si c'était nécessaire. On va poser le deuxième réseau au-dessus et on va protéger ce deuxième réseau par des enrochements. Et un enjeu qui a été mis en évidence de façon particulièrement importante lors de cette concertation, c'est qu'en fait, cette forme d'enrochement, on doit bien l'étudier pour avoir une pente faible, pour avoir la granulométrie des cailloux qu'on va mettre pour réaliser cet enrochement, qui permettra, autant que possible, le maintien des activités de pêche au chalut, en tenant compte aussi de la forme spécifique des chaluts utilisés en Méditerranée, pour que ces points un peu particuliers ne génèrent pas de zone d'exclusion pour la pêche professionnelle. Merci Caroline. Thomas, oui. on a eu une conférence débat spécifique sur la protection de la biodiversité. On était à Argelès et puis nous avons eu des questions régulièrement, y compris pendant les visites de site. Je te laisse nous en dire un mot. Merci Manuel. Effectivement, on a eu beaucoup de questions sur la biodiversité, que ce soit en présentiel, aussi en ligne. On a pas mal de contributions qui traitent de ce sujet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette concertation préalable, elle arrive très tôt dans le process du projet. On est en pleine étude d'impact, donc on n'a pas encore toutes les réponses. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va appliquer la méthodologie classique qui s'applique pour ce type de projet d'infrastructure linéaire. C'est une méthodologie qui s'appelle éviter, réduire, compenser.
qui signifie que dans un premier temps, on va bien identifier les enjeux et au cours de cette concertation, on a pu parler d'éventuels affleurements rocheux, de la présence de mammifères marins dans le golfe du Lion, de la présence aussi d'oiseaux migrateurs et des études Migralion qui montraient que sur le site d'atterrage, on pouvait avoir une migration d'oiseaux, effectivement. L'objectif, c'est d'intégrer tous ces enjeux, de les caractériser dans l'étude d'impact via tous les inventaires que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, et puis de les éviter, d'éviter le plus possible ces enjeux. Donc on sait déjà qu'on évite la bande côtière qui est favorable à un certain nombre d'herbiers, notamment qui se développent à moins de 40 mètres de profondeur, que sont les herbiers de Posidonie, qui est un des habitats les plus sensibles de Méditerranée. On évite aussi les têtes de canyon qui sont riches en biodiversité. Et on fait aussi tout un tas de petites déviations pour éviter des enjeux plus locaux. On va mettre en place aussi des suivis, à la fois un suivi environnemental pendant le chantier, puis après chantier, à la fois sur des stations témoins qui n'ont pas connu les travaux et sur des stations qui ont connu les travaux pour bien caractériser cet impact. Et on met aussi en place, et Caroline l'a déjà évoqué, effectivement, un partenariat de suivi avec le CEFRALMAR pour les aspects conchilicoles. La question suivante, c'est la présence de la canalisation affecte-t-elle l'équilibre sous-marin? Ça aussi, c'est une question assez importante. Comme je le disais, on est en plein milieu de l'étude d'impact et donc avoir toutes les conclusions aujourd'hui, ça serait un peu prématuré. Ce qu'on sait, c'est que l'impact de la canalisation devrait être temporaire seulement. Ce que vous voyez là, c'est des photos qui ont été prises par notre partenaire Techno-Ambienté, qui est un bureau d'études qui suit des ouvrages sous-marins dans le temps, après les travaux. Et ce que vous voyez là, c'est sur la première photo en haut à gauche, la pose d'un câble. Donc là, on est sur un câble, on n'est pas sur une canalisation, mais grosso modo, les profils observés devraient être retrouvés pour un projet comme Barmar. L'étape plus 3 mois, vous voyez que le câble a été enfoui. Il y a toujours une dépression au droit du câble, c'est-à-dire que les sédiments ne sont pas remis encore parfaitement alignés par rapport à l'état initial, et donc on a toujours un certain nombre de végétation, de débris de végétation qui s'installent et qui nous permettent de localiser la canalisation. 9 mois plus tard, c'est moins vrai. Et puis 24 mois plus tard, non seulement on ne voit plus du tout la canalisation, et en plus de ça, les suivis qui sont réalisés et qui caractérisent notamment les espèces qui vivent dans ce sable, dans le benthos, montrent qu'on retrouve totalement les mêmes fonctionnalités qu'avant travaux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on pense que les impacts seront temporaires. L'étude d'impact est toujours en cours et l'objectif c'est de tout mettre en place, vu que les sols le permettent en France, pour que après les travaux, pendant la phase d'exploitation, le milieu retrouve ses droits et on n'ait plus d'impact durable. Une autre question qui est venue régulièrement, c'est comment réduire les risques d'accidents autour de la canalisation. Un des premiers éléments, c'est bien sûr dans la conception d'un tel ouvrage qui sera soumise à autorisation, qui sera présentée aux autorités compétentes, et en l'occurrence avec une instruction par l'ADREAL. Dans ces éléments, on étudiera les différents scénarios, on rendra compte des plans d'urgence qui seraient prévus en cas d'incident. Nous rendrons compte, dès la conception, on anticipera ce qui est du domaine de la maintenance, des plans de maintenance, et de comment nous allons nous y prendre pour assurer le bon entretien dans la durée pour cette canalisation. Et l'exercice d'étude qui est présenté à l'ADREAL intègre également un certain nombre de modélisations d'incidents pour mesurer les conséquences éventuelles et puis prendre les précautions associées. Quelques-unes de ces mesures sont déjà préidentifiées et connues par le métier qu'exercent les opérateurs de réseau. De toute façon, un suivi de la pression en temps réel, les éléments d'ensouillage tant pour la stabilité que pour la sûreté aussi, en rappelant que nous serons sous des eaux qui sont sous autorité française, on n'est pas en eau internationale pour Barmar, ce qui implique une certaine surveillance. Le dimensionnement des canalisations, ça fait partie du dossier de conception qui sera soumis à autorisation, intègre des coefficients de sécurité par rapport aux pressions d'exploitation qui sont prévues. Il y a toute la phase de conception, et puis après, pendant la mise en œuvre, dans la construction, je le rappelle, au moment où on mettra en place la canalisation, 100% des soudures sont vérifiées au fur et à mesure pendant la réalisation. Et puis ensuite, nous réaliserons régulièrement des inspections par l'intérieur de la canalisation. Vous voyez à l'image ce qu'on appelle les pistons instrumentés qu'on fait passer à l'intérieur des canalisations pour réaliser des radios.
C'est un petit peu plus sophistiqué que ça, mais pour réaliser des mesures pour vérifier l'intégrité, la bonne intégrité de la canalisation. Et nous serons amenés à faire des contrôles également depuis l'extérieur. Tout ça pour permettre une bonne durée de vie en sécurité pour l'installation. Quelle durée de vie, justement? On a eu la question parfois, parce qu'on a parlé de 40 ans. Alors 40 ans, c'est une convention. Convention qui est utilisée pour faire les calculs économiques et puis les projections. C'est l'hypothèse de référence. Dans la pratique, ce que tous les industriels, tous les professionnels des exploitations de réseaux connaissent, c'est une capacité des réseaux bien maintenus à aller bien au-delà. C'est connu sur les canalisations terrestres, des durées jusqu'à 50-70 ans en terrestre, avec des observations régulières, des interventions de maintenance, si ça devait être nécessaire. Un jour, la canalisation arrivera à une fin d'exploitation, c'est vrai. La question, qu'est-ce que nous ferons à ce moment-là? Faudra-t-il la maintenir en place? Faudra-t-il la démanteler, la retirer? Ce n'est pas nous, ce n'est pas Barmar tout seul qui le décidera. Ça fera l'objet d'une étude appropriée le moment venu, compte tenu des technologies disponibles à ce moment-là, et ça sera en lien avec les autorités, en cherchant à minimiser l'impact résiduel, bien entendu. Je n'ai pas compté si ça faisait 15, Jean, mais voilà, ça doit faire 15. Ce n'est pas nécessairement toutes les questions qui ont été abordées au cours de la concertation, mais c'est quand même, je pense, un bon panel d'entre elles et de celles qui sont revenues régulièrement et de celles sur lesquelles nous avons capté avec l'équipe, tiens ça, on va aller l'approfondir. Alors l'approfondir, justement, en restant, pour ce soir, nous ne sommes pas encore dans le rapport que les garants établiront et sur lequel le projet viendra travailler, mais quand même, pour vous partager quelques premiers éléments de ce que nous retenons, il y a eu beaucoup de dialogues, de préparation menés par les équipes, et on l'a entendu, on a entendu aussi, c'est bien, mais surtout, il faut continuer cela. Et nous, projet, nous avons l'ambition, l'engagement de poursuivre le dialogue avec les acteurs de la mer, les acteurs de la pêche et de la conchyliculture, ces professionnels, pour préparer les opérations en sécurité en mer et bien nous coordonner pour la mise en place et puis pour bien gérer les espaces, permettre la reprise des activités, gérer également avec des professionnels tels que le parc naturel marin, par exemple, ou d'autres scientifiques, les espaces de biodiversité et l'attention qu'il faut y porter. Et d'ailleurs, c'est un deuxième élément que nous avons entendu pendant cette concertation, c'est de penser à partager les données qui seront collectées et puis de les mettre à profit. C'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on va voir aussi précisément que nous le faisons et que nous allons continuer à le faire, ces espaces sous-marins. Ces éléments, on peut les mettre à disposition du monde scientifique, partager ces informations. Ces informations, c'est bien, mais qu'en faire? C'est aussi de veiller à approfondir les interactions avec les autres usagers et puis les projets en mer. Caroline, tu l'as développé, c'est avec les porteurs de projets, en particulier les projets de fermes éoliennes, donc RTE pour les raccordements, les promoteurs des projets, et puis les activités de pêche. C'est de bien veiller à nous coordonner pour la sécurité pendant les travaux et puis pour la continuité d'exploitation ensuite, pour l'ensemble des acteurs, la continuité des activités, en particulier autour des croisements. Ça sera un point singulier d'étude. Deux autres éléments, enfin. Barmar s'inscrit dans le corridor H2Med et donne ce corridor à l'ouest de l'Europe. Il est important. Et nous y veillerons dans la conception de bien nous coordonner avec les réseaux nationaux, avec les réseaux régionaux, toute la continuité de desserte et puis la possibilité pour les industriels localement de se connecter. Et puis c'est l'occasion de vous redire que plus de dessertes dans les territoires, mécaniquement, c'est globalement plus d'hydrogène qui va transiter, c'est aussi plus d'opportunités de fonctionner pour l'ensemble du corridor H2Med et pour Barmar. On est dans cette naissance et dans ce fonctionnement global de l'infrastructure et du développement du marché de l'hydrogène et des solutions hydrogènes. Et bien justement, cette évolution du marché, là nous sommes sur des activités naissantes en termes d'hydrogène. Alors l'hydrogène est utilisé, mais basculer sur l'hydrogène renouvelable, ça c'est naissant, c'est un facteur que nous suivrons de près en termes d'évolution, c'est un facteur clé de décision pour
le projet Barmar. C'est aussi à terme une garantie pour rentabiliser cet investissement et utiliser pleinement les infrastructures. Les prochaines étapes, 2026, dans sa deuxième partie, ça va être de décider la poursuite des études. Le fait de passer sur des études de base après avoir établi une faisabilité, le fait de voir, à la suite de la concertation préalable que nous avons eue là, quel enseignement tirer et quelle suite donner au projet, avec quelles inflexions, quels approfondissements. Dans cette poursuite, nous arriverons en 2027 au dépôt des dossiers administratifs, des demandes d'autorisation. 2028, ces instructions continueront. Ça sera un temps aussi pour nous d'avoir fait des études plus approfondies en termes de design et d'aller consulter les entreprises principales pour la réalisation. En parallèle de cela, 2027-2028, c'est aussi le moment où nous irons davantage encore échanger avec le marché, voir les nouvelles manifestations d'intérêt et puis travailler les dispositifs régulatoires. Ceci peut amener en 2029 à une décision finale d'investissement, éventuellement les premiers contrats d'approvisionnement en matériel long délai, pour une construction qui peut s'établir sur 2030 avec une perspective de mise en service fin 2032. Voici dans cette présentation, alors qui était, tu le disais Jean, un petit peu plus longue qu'à l'habitude certainement, mais le moment de vous partager quelques-unes des principales questions que nous avons entendues, quelques orientations déjà pour le projet. Et Jean, je te rends la parole. Merci beaucoup d'avoir patienté. En effet, c'était important de faire ce retour sur la concertation. Maintenant, nous allons passer aux interventions du public dans la salle ou à distance. La règle est la même dans tous les cas, que vous soyez dans la salle ou connecté en ligne. Vous levez la main pour demander la parole. Je viendrai vous porter le micro puisque la réunion est intégralement enregistrée et qu'il y aura donc un compte-rendu intégral des échanges. Je précise, mais cela je pense a déjà été fait via le chat, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez demander la parole directement et on vous basculera sur l'écran et vous pourrez poser votre question oralement, ou vous pouvez choisir de poser votre question par écrit et à ce moment-là, Madame la Garante Audrey Richard-Ferrugi lira votre intervention. Et puis je le redis encore une fois, vous pouvez poser des questions ou vous pouvez aussi intervenir puisqu'on est sur une réunion de clôture et que bien sûr vous pouvez aussi donner vos arguments pour, contre le projet ou sur un sujet spécifique. Voilà, ceci étant dit, on peut maintenant passer à votre temps de parole et c'est à vous. Et donc, est-ce que quelqu'un a une première intervention à faire? Voilà. Monsieur, je vous passe le micro. Merci. Bonsoir, Jean-Laurent Lucchesi, je suis le porte-parole du collectif THT 1330. Donc, deux questions. Une première qui concerne les enfouissements en mer. Il y a beaucoup de projets. Il y a des projets d'atterrage d'éolien. Il y a plusieurs parcs qui sont prévus. 4 ou 5, si je me rappelle bien. Il y a d'autres câbles. Il y a des câbles qui arrivent du côté de Marseille. Est-ce qu'il a été envisagé une étude je dirais, des effets cumulés de l'ensemble de ces zones? Parce qu'en effet, bon, vos photos sont convaincantes sur le démarrage, mais pendant la période travaux, il y a toute une série d'aménagements et il y a quand même plusieurs réseaux. Donc, première question, y a-t-il une étude des effets cumulés? Deuxième question, c'est beaucoup plus sur la réalisation du tube. Donc vous avez besoin de contrats de fourniture, si j'ai bien compris, pour pouvoir le faire. Et donc nous avons rencontré vos collègues de Natran. Je tiens d'abord à les remercier parce que contrairement à vos collègues de RTE, ils sont beaucoup plus ouverts, on arrive à discuter avec eux. Et donc ils nous ont, on a parlé de IFEN, de Barmar et de IFEN, et donc de ces fameux contrats de fourniture. Donc est-ce que j'ai bien compris ce qui m'a été dit? Donc pour pouvoir construire, il faut que vous ayez des contrats de fourniture pour 2 millions de tonnes. Merci. Alors d'abord sur la question des effets cumulés. Ouais. Sur la question des effets cumulés, alors oui, déjà réglementairement, on se doit d'intégrer cette partie-là dans l'étude d'impact. Et puis en discutant aussi avec les services de l'État, avec l'ADREAL notamment, on comprend qu'il y a aussi une spécificité à Fos-sur-Mer au-delà du cadre réglementaire qui est liée au débat public précédent de Fosbert, qui nécessite une attention particulière et aussi une méthodologie d'évaluation qui est spécifique à la zone de Fos, vu la multiplicité des nouveaux projets à venir et notamment de nombreux projets dans la zone du môle central. Donc,
Oui, mais ça va même être en deux méthodologies différentes. Une méthodologie plutôt traditionnelle qui est celle de l'étude d'impact et une méthodologie spécifique liée à ce qui a été dit dans le cadre du débat public Fosbert. Juste pour ajouter sur ce point, peut-être Monsieur France, sur les aspects effets cumulés pour le point de vue de l'État. Oui, donc effectivement, dans le cadre du débat public global, l'État a pris l'engagement d'avoir une approche sur les effets qui s'appelait cumulé, puis qu'on appelle plutôt combiné maintenant de l'ensemble des projets, avec une logique un peu par grappe, c'est-à-dire on a un premier paquet de projets qui déposent leur demande d'autorisation. Dans ce cadre-là, on estime leurs impacts. Et puis ensuite, lorsqu'on passe à la grappe d'après, on met à profit de la grappe d'après les enseignements de la grappe précédente. Donc en fonction du moment où votre projet, comme d'autres projets, arrive dans le pipe, si je puis prendre l'expression, bien finalement, on tiendra compte des projets antérieurs. Alors là, il y a un peu une particularité, c'est qu'il y a des effets en mer, alors que la grande majorité des projets, si je pense industriels ou routiers, n'ont pas spécifiquement, ou alors vraiment de manière très marginale, d'impact en mer. Donc, il faudra effectivement bien regarder. La question de M. Lucchesi est tout à fait pertinente, comment ça s'articule avec les impacts qu'auront eux-mêmes les raccordements de RTE concernant l'éolien en mer, principal semble sujet d'emboîtement entre le réseau Barmar et ces projets-là. Donc oui, c'est un sujet qui sera nécessairement regardé et appréhendé par les services de l'État. Pour une bonne information du public, peut-être préciser que l'analyse des effets combinés est en ligne. Dans le débat, elle n'avait pas été complète. Le rapport complet est bien partagé en ligne. Préciser également que dans les indicateurs qui étaient utilisés dans cette première phase de l'analyse des effets cumulés ou combinés, voilà, il y a eu un changement de nom aussi pour bien distinguer l'obligation réglementaire du travail qui a été fait dans ce cadre. L'impact sur les milieux marins n'était pas un des indicateurs utilisés dans cette analyse. Une mise à jour est en cours, mais j'entends aussi que ça pourrait être intégré. Enfin, voilà, je tenais à préciser pour une bonne information du public que l'information est partagée suite au débat. Quand l'État, l'indicateur demandé ici d'impact cumulé sur les milieux marins n'était pas dans la première analyse des effets combinés, pourrait l'être dans des analyses ultérieures. Oui, donc en fait, le rapport dont Mme Richard-Ferruggi fait référence est en ligne sur le site de l'Adréal. Nous sommes également en train de préparer une page Internet pour l'ensemble de la concertation continue. Et donc, évidemment, que ce rapport-là sera rapatrié sur cette page Internet. Et concernant, effectivement, plus spécifiquement les milieux marins, il y aura nécessairement, à un moment donné, une mise à jour. Mais quand le problème, pas le terme problème, mais quand l'enjeu sera vraiment, se posera, effectivement, il sera traité. Merci. Le deuxième point, c'était sur les contrats de fourniture. Peut-être on va déjà réexpliquer pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas pu avoir un entretien avec Natran sur le sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de fourniture et spécifiquement sur les tubes, en quoi ça va consister? Alors peut-être en termes de terminologie, le contrat de fourniture finalement, déjà qu'est-ce qu'on vend? Nous, en tant qu'opérateur de réseau, on vend de la place dans le tuyau, on vend une capacité, ce qu'on appelle. Effectivement, on va devoir, avant de prendre une décision d'investissement, s'assurer qu'on aura suffisamment de capacité souscrite. Donc on va regarder le marché, on va regarder des producteurs, des consommateurs, des intermédiaires qu'on appelle un fournisseur, qui est finalement juste quelqu'un qui fait le lien entre un fournisseur et un producteur et un consommateur. Ces acteurs du marché, on les sollicite régulièrement. Et certains d'entre eux, au moment de prendre la décision d'investissement, auront déjà réservé. On sait déjà qu'on ne pourra pas, dès 2029, la décision d'investissement, avoir un intérêt pour 2 millions de tonnes. Ça serait exceptionnel, mais on est sur un marché naissant. L'hydrogène, c'est des projets, comme vous l'avez vu, qui sont encore en développement. Donc on va avoir seulement une fraction de ces engagements au moment de la décision d'investissement. Donc une fraction de réservation de capacité, réservation payante, de contrat finalement signé, qui sera vraiment engageant à la date de décision d'investissement. La question que vous allez me dire, c'est combien alors, du coup, combien il en faut si ce n'est pas 2 millions de tonnes?
Aujourd'hui, on ne sait pas encore. On ne sait pas parce qu'on est en discussion à la fois avec les autorités de régulation, à la fois avec l'État, avec l'Europe, pour gérer le risque sur un projet comme ça. C'est aujourd'hui un projet qui est d'ambition européenne, financé par des opérateurs privés, avec une aide de l'Europe pour la phase étude. Mais pour la suite, la question, c'est de se dire qui porte le risque sur le développement de la filière. Est-ce que c'est l'opérateur privé qui prend le risque? Est-ce que finalement c'est l'Europe? Est-ce que c'est des acteurs tiers? Est-ce qu'on se partage le risque? Dans tous les cas, il va falloir qu'on détermine un seuil à partir duquel on va se dire, OK, si on atteint tel niveau de réservation de capacité, alors on prend la décision d'investissement. Si on ne l'atteint pas, ça posera de sérieuses questions. Je ne peux pas vous dire à quel devrait être le seuil aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que dans d'autres interconnexions transfrontalières, et je vais prendre un exemple, entre le Danemark et l'Allemagne, aujourd'hui, ils sont exactement dans la même situation que nous, mais avec quelques années d'avance. Et leur seuil est à 16,5% de capacité réservée pour prendre la décision d'investissement. Voilà, c'est juste un autre exemple. Ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes tailles de projet, mais au moins, ça donne un ordre de grandeur. Merci. Alors, on m'a pas encore fait signe qu'il y avait des questions en ligne. Monsieur, je vous passe la parole ici. Allez-y. Michel Perronnet, retraité, consultant, et passionné pour la zone industrielle de Fos. D'abord, j'ai participé activement au débat public global. Et je voulais... bon, vous n'avez pas pu y participer, c'est dommage, mais vous rattrapez le temps perdu. Je pense que dans cette assemblée ce soir, j'ai une grande déception parce qu'en fait, alors je suis accessoirement élu sur le territoire. Je pense qu'on peut vraiment s'inquiéter de l'absence de tous les élus parce que votre dossier est le dossier le plus stratégique pour Fos. Pourquoi c'est le plus stratégique? Vous nous avez mis en avant la compétitivité de la production d'hydrogène vert en Espagne. Vous êtes à 5,30 € le kilo, quand nous, péniblement, on va être à 7,40 €. Et quand on va abattre les coûts, forcément, le delta, il va continuer. Je vous laisse faire le calcul, pour ceux qui sont dans la salle, ce que ça veut dire pour 100 000 tonnes d'OPEX en plus. Donc, et puis en plus, quand on fait un petit calcul, je me suis amusé à faire un calcul de WACC à 8%. Alors je l'ai fait sur 50 ans. Je le referai sur 40. Vous allez apporter quelque chose comme 10 centimes au kilo, rien que sur l'amortissement, plus les OPEX. Donc ça veut dire que vous n'allez pas dénaturer votre prix de transport. Ce qui a été dit dans le débat public global, c'est que donc, vous apportez une compétitivité sur l'hydrogène, et nous, à Fos, on apporte potentiellement des consommateurs. 200, 300, 400, 500 000 tonnes. Et on apporte quelque chose que vous n'avez pas suffisamment mis en avance dans vos documents. Je les ai tous lus. C'est que nous, on apporte du stockage. Alors j'avais expliqué à M. Noldin, le patron de Gravity, qu'il n'arrivera jamais à fonctionner s'il n'a pas quelqu'un qui lui stocke. Ça n'existe pas, ça. Et en fait, vous avez sous-estimé dans votre dossier, et je me permets de le corriger. Non, je ne suis pas payé par GOH2, hein, mais je connais mon potentiel de Manosque. Et GOH2, dans son dossier, il a laissé passer le message qu'il peut démarrer avec 2 cavités pour faire 6 000 tonnes d'hydrogène, et le potentiel est de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, c'est 10 jours de votre fonctionnement. Et puis alors, je finirai sur un point, avant de vous poser une question. Je m'étonne que RTE, qui a fait une belle étude avec avec Natran, ex-GRT Gaz, en juillet 2023, je vous invite à la lire, nous a expliqué, RTE, qu'effectivement, la flexibilité des énergies renouvelables, on ne savait pas stocker, bien sûr, parce que RTE explique qu'on ne sait pas stocker l'électricité, et que le bon vecteur de transport, c'est l'hydrogène, et que, bien sûr, pour le stocker, ça permettait d'avoir un outil flexible, et d'où les cavités souterraines. Et dans les acteurs que vous présentez, il y en a qui vont se régaler sur votre business. C'est les traders, par définition, puisque c'est eux qui vont acheter et qui vont revendre. Donc, en fait, votre projet, et votre conférencier de la première séance l'a dit, si on rate Barmar et Hyphen, on a rencontré avec Jean-Laurent Hyphen. Le sujet de Hyphen, il est stratégique, mais il n'est pas facile. Parce qu'RTE a mis le bazar. Et ça continue. Donc continuez à mettre le bazar avec RTE, qui est un sous-projet. Le vôtre est majeur. En térawattheure, c'est colossal ce que vous allez transporter. Donc il faut que tout le monde revienne à la raison. Votre projet doit être le projet qui est mis en haut de la pile. Si,
comme l'a dit votre premier conférencier, on rate H2Met et Barmar, Foss sort du jeu, la nature est hors du vide, ça a été présenté par votre conférencier à la première séance, j'ai oublié son nom, ça veut dire que ça passera par l'Italie, ça passera par ailleurs. Donc, bien sûr qu'on vous soutient. J'ai fait beaucoup de pédagogie auprès des collègues de Jean-Laurent Lucchesi et ça fait longtemps qu'on dit que ce dossier est stratégique, plus important que le reste. Et donc, si on veut décarboner la zone de Foss, il n'y a pas un sujet à défendre autre que soutenir le projet Barmar. En plus, la compétitivité que vous avez en Espagne, elle est durable. Les experts le disent. Ben oui, avec le réchauffement climatique, vous avez des taux de marge qui sont colossaux par rapport à ce que nous avons ici et vous avez de la surface. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est que nous, dans les calculs qu'on a faits, on est à moins de 500 000 tonnes pour que vous déclenchiez votre projet. Et vous les avez, les 500 000 tonnes, sur ce territoire, si vous rajoutez, et c'est la question que je voulais poser, mais pas la réponse aujourd'hui, c'est les cycles combinés au gaz, parce que la photo que vous présentez, on a Combi-Golf. Si on leur met un peu d'hydrogène vert, voire un peu plus, ça fait du potentiel en plus par rapport à ce que l'industrie demande. Donc en fait, il faut recalculer ce potentiel. Et peut-être qu'avec Foss, couplé avec GeoH2, bien sûr, il faudra passer à Inframed, ce n'est pas le sujet le plus facile aussi. Eh bien, on a peut-être un effet de levier pour arriver à décarboner cette zone. Et je me répète, votre projet est plus important que la ligne THT de RTE sur laquelle on va dans le mur. Je ferme la parenthèse. Merci pour cette intervention technique et précise. Sur le dernier point soulevé, c'est-à-dire les cycles combinés au gaz, peut-être qu'on pourra aussi revenir d'ailleurs sur la question du stockage qui est intéressante et qui peut nécessiter de la pédagogie. Mais sur les cycles combinés au gaz, est-ce qu'ils sont pris en compte pour l'instant dans vos hypothèses? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, de quelle façon? Alors, je ne sais plus ce qui est confidentiel ou pas, donc je ne vais pas me permettre de répondre exactement. Je sais qu'il y a des centrales à cycle combiné gaz qui sont dans les études de potentiel global du réseau H2Med. Après, il y en a en France, il y en a en Allemagne, et je ne sais plus quelles données sont publiques et confidentielles. Donc voilà, je vais m'arrêter là, vous ferez votre conclusion. Il y a une question de prix, là encore, en fait, parce qu'effectivement, de prix et de stockage. Aujourd'hui, dans les usages de l'hydrogène, ceux qu'on voit décoller prioritairement, c'est ceux qui ont des obligations fortes pour consommer cet hydrogène. Et aujourd'hui, clairement, c'est les raffineries. Hein. C'est eux qui sont prêts à payer un premium parce qu'ils ont des obligations d'incorporation d'hydrogène vert. Les centrales à cycle combiné, on aura sans doute le même équilibre, mais à un prix plus bas. Beaucoup plus bas parce qu'on fait de la conversion. C'est-à-dire pour convertir de l'électricité en hydrogène, on a 60% de rendement. On reconvertit en électricité, on a encore 50% de rendement. Ce n'est pas l'usage le plus efficace pour stocker et reconvertir de l'électricité. Mais c'est quand même, ça permet de faire des grands volumes et du coup, voilà, le prix à payer, il va dépendre effectivement du prix de marché et de ses coefficients de transformation. Ça ne va pas sans stockage, puisqu'effectivement, en général, l'Europe, les prix augmentent à peu près dans toute l'Europe et les centrales s'allument à peu près simultanément. Oui, les stockages sont quelque chose qu'on regarde de très près, et je fais le lien avec le deuxième commentaire, à la fois en Espagne, à la fois en France, puisque le profil de production d'hydrogène en Espagne n'est pas constant. C'est le corollaire d'avoir des productions intermittentes solaires et éoliennes. On est sur des taux de charge de l'ordre de 4 à 5 000 heures par an. Donc effectivement, pour pouvoir alimenter en continu des process, il va falloir stocker quelque part. Ça peut être, comme je le disais, ça peut être en Espagne, ça peut être en France. Et c'est pour ça que vous voyez les triangles sur la carte, notamment côté ISO et côté Inframed, ils relient à des stockages et des stockages souterrains qui sont indispensables au fonctionnement du système. Alors peut-être pas au tout début pour les premiers kilos d'hydrogène qui vont transiter, mais très vite, on aura besoin de ces stockages pour faire fonctionner tout l'ensemble. Et ce réseau d'hydrogène, de ce fait, c'est aussi un moyen de stocker de l'électricité renouvelable et de la déplacer de manière puissante pour la rapprocher des consommateurs. Merci. Je prends une autre intervention. Monsieur, pas d'autres personnes? Alors, monsieur, je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Daniel Moutet, président de l'association Défense et Protection du littoral du golfe de Foss. C'est long. Ma question se porte sur... revenez sur la diapo qu'il y avait, s'il vous plaît, pardon.
Laquelle, monsieur? Là où il y avait le réseau. Voilà, le réseau. On y retourne alors au réseau. Voilà, là. Alors, excusez-moi, parce que de loin, j'ai un petit latent. Voilà. Ma question, c'est comment se fait-il que vous portez un projet qui s'arrête à Fos et pourquoi il n'y a pas dans la foulée de suite ou en parallèle le projet Hyphen, le projet Inframed, qui pour moi est essentiel à votre projet. Donc je ne comprends pas ça. Pourquoi ça va arriver dans 2 ans, ou je ne sais pas combien vous avez dit, il me semble? Alors c'est peut-être que je l'ai mal expliqué, mais je vous rejoins complètement sur le fait que ça doit avancer en parallèle. Et ça devrait être en même temps même oui, que ce projet-là. absolument. Parce que si vous arrivez à Fos, que l'autre projet soit refusé, entre guillemets, vous n'avez plus pratiquement de débouchés. Donc voilà, je ne comprends pas qu'on fasse des projets et que ne s'articulent pas ensemble avec le reste des projets, qui pour moi est une évidence. Alors, premier élément de réponse, et ensuite peut-être que M. Bourissou s'y complétera, puisqu'il connaît bien le sujet aussi. Ouais, mais très bien. Manuel, allez-y. Je pense que cette évidence, nous la partageons, sur le fait qu'il y a une cohérence à avoir cette continuité, puisqu'il y a tout le besoin et l'appel d'hydrogène sur la zone de Fosberg, et puis dans la puissance de Barmar, il y a aussi la continuité vers l'Allemagne. Le projet Hyphen qui est cité ici, comme les projets Inframed et ISO, sont étudiés dans les mêmes calendriers. Hyphen, je pense que M. Bourissou pourra en dire un mot, mais il est dans les phases d'études en ce moment, il est dans la préparation de la phase de concertation. Donc vous voyez, on est bien dans le même calendrier. Alors je ne dis pas à quelques mois, à un an près, mais on est dans les mêmes calendriers. Il y a cette logique. De même que nos collègues espagnols sont dans l'étude et le développement de ce qu'on appelle le backbone espagnol pour collecter tout cet hydrogène renouvelable et l'amener vers Barcelone, point de départ de Barmar. Alors après, les pays, la France et les opérateurs français étudie sur le territoire français, l'opérateur espagnol étudie sur le territoire espagnol, et Barmar est un projet transfrontalier où ces opérateurs se mettent ensemble, donc voilà le périmètre, mais il y a bien une préoccupation et une attention d'études coordonnées, et d'ailleurs nous disons bien que Barmar, vous voyez, c'est H2Med Barmar, c'est un maillon qui s'inscrit dans l'ensemble du corridor. Et M. Bourissou voulait intervenir. Petit élément de précision supplémentaire, mais oui, c'est bien pensé de manière coordonnée, puisque de toute façon, c'est 2 projets qui ont fait l'objet d'une saisine à une même date de réunion plénière. Donc les décisions de partir en concertation préalable sur ces 2 projets, elles sont prises à la même date, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont bien évidentes déjà, parce que ce n'est pas 2 projets totalement similaires, ils sont de même nature, mais il y en a un quand même qui va parcourir la France sur des centaines de kilomètres. Pour ces raisons-là, en fait, ils sont instruits en même temps, mais il y en a un dont la concertation va suivre, légèrement décalée. Voilà. On est sur des projets globaux, mais il y a des périmètres administratifs, financiers, etc., qui obligent à des découpages. Natran portera son projet à la concertation à la rentrée prochaine, à partir de fin septembre. Ce sera totalement dans la continuité des conclusions qui auront été apportées sur ce dossier Barmar. Et nous, on sera garant de bien partir justement des conclusions de cette concertation-là que nous sommes en train de vivre quand il le faudra. Par ailleurs, pour ce qui est d'intégrer les enjeux liés à Inframed, comme tous les autres enjeux d'ailleurs liés au débat territorial global, force est de constater qu'il y a justement l'ancienne présidente de ce débat territorial qui est aussi garante de cette concertation, ce n'est pas pour rien, et on fait le lien en permanence aussi avec les garants qui sont aujourd'hui en concertation continue. Valérie Sakakini, qui suit le projet Inframed, est en ligne ce soir même justement pour entendre ce qui se passe, et donc on essaye d'articuler les raisonnements pour essayer au plus de pouvoir tirer parti des échanges, quelles que soient les scènes de débat. Je vais passer la parole à monsieur qui n'a pas encore pris la parole, puis ensuite j'ai vu que vous m'aviez fait signe, je reviendrai vers vous. Merci. Bonsoir. Donc Patrick Grimaldi, moi je suis élu au Conseil métropolitain, élu à Istres dans l'opposition. J'avais en charge ce président mandat l'industrie, l'économie et le développement numérique. Donc j'avais suivi tous les projets liés principalement
à la décarbonation du transport et de la sidérurgie. Donc globalement, les projets Neocarb élisent le projet H4 FOS et le projet Gravity. Je sais qu'il y a un autre producteur d'hydrogène aussi qui s'annonce aussi. Donc tous ces projets ont prévu au départ de produire leur propre hydrogène avec leur propre salle d'électrolyse. Alors hormis des problématiques de calendrier et de timing entre l'opérationnalité de votre pipe et les intentions de démarrage de ces prochains sites industriels, est-ce que ça ne remet pas dans la balance le fait que pour ces projets de devoir produire leur hydrogène ou d'acheter de l'hydrogène qui serait livré par le nouveau pipe par rapport au prix de production de cet hydrogène, dans la mesure où l'hydrogène utilisé ici serait de l'hydrogène décarboné issu du nucléaire et de l'hydroélectrique, alors qui eux sont 100% pilotables et disponibles H24, ce qui n'est pas le cas de l'électricité éolienne et photovoltaïque. Donc voilà, comment ça peut jouer, je dirais, pour vous, pour avoir déjà une sortie de fourniture garantie avec ces nouveaux projets, et est-ce que vous êtes en contact avec eux pour discuter de ces problématiques-là justement, sans révéler de secret des affaires bien sûr? Alors, effectivement, ça paraît c'est quelque chose de naturel de se dire il y a un tuyau qui arrive, il y a au moins 3 projets sur la DARS qui vont installer les électrolyseurs. Évidemment, on discute avec eux. On est quand même sur... Alors, pourquoi c'est pas si simple? Parce que chacun de ces projets, déjà, a besoin d'une fourniture continue. Que ce soit pour fabriquer des carburants de synthèse ou pour fabriquer de l'acier vert, ils ont besoin d'hydrogène continu. Vous l'avez dit, ça nécessite de l'électricité stable. Donc pour le coup, plutôt des électrolyseurs sur site avec de la continuité d'alimentation. Néanmoins, dans un futur réseau qui est connecté à des stockages avec du flux continu, ça pourrait très bien marcher. Sauf que ce sont des projets qui, pour obtenir du financement, ne peuvent pas dépendre entièrement d'un autre projet. Le projet sur projet, c'est de l'empilement de risques. Et pour des projets, justement, pour des nouveautés et des nouveaux sites industriels, le but est de limiter un maximum le risque. Donc tous ces acteurs nous disent oui, très bien, c'est très pertinent Barmar, mais on s'y intéressera vraiment quand ça sera là, parce qu'on ne peut pas financer notre propre projet sur la promesse que Barmar sera effectivement en service. On l'a vu dans le calendrier, notre décision finale d'investissement, c'est 2029. Avant ça, on a quand même beaucoup de difficultés à garantir, y compris financièrement, à ces acteurs-là, qu'on sera bien présent, qu'on sera en capacité de les livrer. Donc c'est plutôt, je dirais, des discussions qu'on a, évidemment constructives, etc., mais qui sur des synergies qui arriveront plus tard. Je pense qu'une fois que le tuyau sera là, après, voilà, il y a des acteurs industriels qui sont dans la salle aujourd'hui, donc n'hésitez pas à discuter avec eux. Oui, et je précise sur le sujet qu'il y a eu la réunion qui s'était tenue à Port-Saint-Louis était justement en présence de représentants de Gravity, d'Élise Énergie, du Grand Port Maritime aussi. Donc il y avait justement expliqué à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, mais il y a aussi une question de projet indépendant. Ouais. Est-ce que, voilà, j'avais 2 nouvelles prises de parole ici. Je vous redonne la parole, monsieur. Oui, sur ce sujet, alors je sais, c'est dommage qu'il n'y ait ni Gravity, ni Neocarb, ni H4 dans la salle, mais eux-mêmes sont confrontés à une logique de marché. Pour avoir regardé dans le détail le marché des e-fuels, c'est le marché du DRI vert. Je vais vous donner juste un exemple. Le DRI vert, aujourd'hui, pour qu'il soit à parité avec le DRI avec du gaz nat, il faudra qu'on soit entre 2 et 3 euros du kilo. La page 7 du document que vous avez fourni le 23 juin, je n'étais pas là, mais je l'ai lu en détail. Elle montre quoi, cette page 7? Elle montre que c'est inéluctable. Le delta de 4,7 € au kilo sur l'électricité par rapport au 2,3, sachant que le delta sur l'électrolyseur est relativement faible, ce delta, il ne va pas bouger. Il va pas bouger. Donc ça veut dire que pour se rapprocher du 3 € du kilo, je vais le redire à M. Dolden quand je vais arriver à le croiser, il ne va pas pouvoir fournir à des clients quelque chose qui est fabriqué avec du 7,40 €. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il revoie un peu son modèle économique en considérant
que ce territoire, c'est une chance pour lui. Parce que les bateaux, pour amener du minerai de fer, évidemment que c'est à Fos qu'il faut le faire. Évidemment qu'il y a des partenaires avec lesquels il peut travailler. Donc c'est ici qu'il faut s'installer. Il faut s'installer ici parce qu'il y a du stockage potentiel à Manosque. Et bien entendu, vous arrivez avec le Barmar. Il faut juste, s'il veut trouver des financeurs, il faut juste qu'il accepte de décaler son projet et d'arrêter d'être le lièvre pour RTE. Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Et ça met le bazar de partout. Et je répète, pour être à l'écoute du territoire avec mon ami Jean-Laurent, on l'a dit à Natran, on l'a dit à un certain nombre d'acteurs. Regardez ce qui se passe sur la liaison Fos-Salon. Regardez ce qui s'est passé sur le contournement d'Arles. Plus le préfet va partir en guerre pour poser des pylônes avec des CRS, plus ça va être le bazar sur le territoire. Vous croyez qu'on va arriver à s'en sortir? Et je l'ai dit à plusieurs élus, le projet le plus stratégique, et je le dis en présence du maire de Fos, qui est le seul dans la salle, le principal projet qu'il faut soutenir, c'est bien sûr le vôtre, parce que nous avons la capacité à aller plus vite que tout le monde sur les stockages stratégiques à Manosque. Plus vite que tout le monde. Donc, eux aussi, il faudra qu'ils aient des clients. Donc, on va les pousser, effectivement, à réfléchir à ce sujet-là. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais votre slide ici, elle est très intéressante. Et en tous les cas, merci de nous avoir fourni ces documents, parce que tout le monde n'a pas fait ce mécanisme-là dans la concertation. En tous les cas, vous êtes très transparent. Merci. Merci. Je précise qu'il s'agit du document tiré du webinaire du 23 juin. Donc, il est en ligne sur le site. C'est le diaporama du webinaire auquel il fait question. Monsieur, vous parlez du DR hiver. Est-ce que alors le DR hiver, de quoi s'agit-il? D'accord. Merci. Hop. Juste un complément des questions de M. Grimaldi et Perronnet. Le tube Barmar et IFEN était prévu aussi pour pouvoir collecter d'autres productions d'énergie, d'hydrogène. Et je me pose la question, comment vous mélangez des hydrogènes qui ne coûtent pas le même prix? Alors c'est une bonne question, effectivement. Physiquement, c'est la même molécule, hein, finalement. Mais tout va se jouer par des systèmes de certification et de garantie d'origine. Donc l'hydrogène produit en Espagne, à la sortie de l'unité de production, est émis une garantie d'origine, un peu comme l'électricité, finalement, et qui va être vendue en même temps que l'hydrogène, et qui permettra de garantir la traçabilité et assurer à l'acheteur qu'il a bien acheté de l'hydrogène renouvelable produit en Espagne, à telle heure, avec telle installation, etc. Donc c'est cette traçabilité-là qui est indispensable, parce qu'effectivement, il y aura plusieurs types d'hydrogène, de l'hydrogène bas carbone d'un côté, de l'hydrogène renouvelable de l'autre, tout dans le même tuyau, tout mélangé. Donc à la fin, à la sortie, c'est ce système de traçabilité qui garantit que l'acheteur peut prouver qu'il a bien acheté une molécule d'hydrogène, soit renouvelable, soit bas carbone, selon ce qu'il a choisi. Merci. Madame m'a fait signe au fond de la salle, je vous passe le micro. Bonjour, merci. Echaï Chiwafa, ingénieur en environnement. J'ai une petite remarque un peu technique en parlant des effets cumulés sur la biodiversité. Dans le golfe de Fos, nous avons 80 hectares d'herbiers à Posidonie, plus l'écosystème à coralligène. Ce sont des écosystèmes protégés et interdits au mouillage. Sauf dans votre carte, la page 32, vous précisez que la zone, elle est autorisée au mouillage. Donc c'est un petit détail, mais c'est un détail qui fait la différence. Donc je vous invite à consulter l'arrêté ZMFR pour mettre à jour la carte et aussi voilà, enlever le mouillage sur les herbiers et l'écosystème à coralligène. Ok. Merci. Bien reçu, merci. Effectivement, on a connaissance effectivement de ces herbiers et du coralligène dans la zone, mais effectivement, on n'avait pas vu l'incompatibilité des deux. Effectivement, il faudrait qu'on corrige la carte. Merci. Merci. Ça sert aussi à ça, une concertation, c'est aussi à corriger les éventuelles petites coquilles qu'il y a dans les études. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en ligne? On m'a fait signe que non. Dans la salle, oui. Monsieur Costantino pour le Grand Port Maritime. Rémi Costantino, donc directeur général adjoint du Grand Port Maritime de Marseille. Je voulais d'abord saluer la qualité du travail qui a été fait autour de Barmar. On sent bien qu'il y a un bénéfice tiré des autres concertations qui ont été menées. Probablement aussi une culture de la concertation liée à votre caractère transfrontalier et transrégional qui nécessite forcément d'avoir une
une vigilance, une qualité de présentation, mais en effet, c'est très complet, très pédagogique. Malheureusement, je n'ai pas pu assister aux précédentes réunions, mais en ayant juste la synthèse et en ayant aussi échangé avec vous, je pense qu'on tire l'ensemble des enjeux et des réponses que vous êtes en mesure d'y apporter de ce que vous présentez aujourd'hui. Donc bravo, merci. Nous, on aime beaucoup le projet Barmar au Grand Port Maritime de Marseille, comme on aime les autres projets. Et la force d'un territoire, d'un aménageur, c'est d'aimer tous ses enfants. On pense que certains sont plus turbulents que d'autres. On aime beaucoup le projet Barmar parce qu'il démontre d'abord la confiance dans un écosystème qui sera installé, comme vous l'avez dit, au moins en partie au moment où vous arriverez, et sur lequel vous êtes convaincu que des paris industriels pourront renforcer votre modèle. On croit aussi au projet Barmar parce qu'il fait confiance à la capacité des grands pays européens de venir renforcer des polarités et des hubs. Et je crois que ça, c'est un vrai enjeu d'arriver à assumer, parce que ce n'est pas un choix facile, de concentrer sur certains endroits de nos territoires des infrastructures structurantes. À Fos, c'est le choix qui a été fait au sortir, ça a commencé un peu avant, mais essentiellement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70, de venir un effet gravitaire un peu chargé toujours cet espace pour s'assurer qu'un maximum de potentiel soit ouvert aux acteurs qui vont vouloir venir ou qui sont là. Et la décarbonation nous met face à ce choix. Alors, on a parlé des nouveaux acteurs. Je pense que les anciens, vous avez cité la pétrochimie, attendent beaucoup de nouveaux acteurs comme vous pour pouvoir se maintenir, garder leur compétitivité et peut-être même rester dans ce qui est autorisé en Europe. On a tous cette conviction qu'un jour, un certain nombre de choses ne seront plus possibles dans nos États. Donc voilà, il y a vraiment cette synergie entre des nouveaux projets tels que le vôtre, des projets existants et d'autres projets qui vont arriver. Il y a à peu près 3 manières de faire de l'hydrogène à Fos-sur-Mer, là, aujourd'hui. La vôtre, c'est de l'apporter par voie gazeuse. Au port, on met beaucoup d'énergie à faire avancer de front toutes les solutions. Et on est convaincu qu'à la fin, c'est le marché qui tranchera, les investisseurs et les acheteurs. Vous l'avez dit, il y a la question du risque sur risque. Il y a d'autres enjeux qui sont pas tous, qui sont beaucoup économiques, pas tous industriels, qui pèsent dans les choix des projets. Finalement, échouer, c'est peut-être pas qu'un projet ou l'autre se ferme, c'est de fermer des possibilités. Et je pense qu'il y a énormément de valeur qui est créée sur notre territoire dans la palette, et à la fin, que le meilleur gagne. C'est le principe du marché. Le fait est qu'en tout cas, en tant qu'acteur public local, mais je crois connecté à un certain nombre de décideurs nationaux, j'aime bien utiliser le terme de l'informatique, cette agnosticité est vraiment la marque du territoire. Et comme elle l'a été pendant très longtemps, la transition énergétique repose sur la capacité à se connecter à un écosystème élargi. Et vous êtes une pièce maîtresse de cette connexion, comme le sont les pipes qui nous amènent, les pipes de SPSE qui nous amènent à l'autre bout de l'Europe avec des pétroles bruts ou des raffinés, bruts en l'occurrence, pour SPSE. Mais voilà, on a vraiment, ou demain pour faire redescendre du CO2, enfin, on voit bien qu'on enrichit la plateforme à chaque fois qu'un projet comme le vôtre souhaite s'y connecter. Et donc, en regard de cette richesse, de cette valeur créée pour notre territoire, je reprends les propos de Monsieur le maire en ouverture, on a l'impression que votre projet apporte finalement peu de désavantages. Alors, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Vous avez notamment des études environnementales marines qui sans doute vont être assez compliquées et révéler des enjeux lourds, mais vous avez plutôt manifesté un message de confiance dans le fait que vous alliez surpasser les éventuelles contraintes. Mais en tout cas pour Fos et pour la zone industrielle au portuaire et pour le môle central qui a beaucoup de projets à accueillir en ce moment, Barmar est un acteur
est un projet qui a l'air d'apporter des enjeux, des impacts négatifs assez proportionnés et très faibles par rapport à ses bénéfices, d'une part. D'autre part, porté par un acteur, un écosystème d'acteurs sérieux, reconnus sur notre territoire pour, au travers de différentes filiales, porter pas mal d'enjeux. Et je veux finir en vous disant une chose que je vous ai déjà dit dans d'autres cercles. Le message d'ensemble sur tout ce que le réseau hydrogène peut apporter est essentiel. Vous avez, je trouve, relativement mis ce sujet au cœur de votre démonstration. Mais en tout cas, nous avons besoin de lisibilité, le territoire a besoin de lisibilité, et vous avez largement apporté cette lisibilité de mon point de vue aujourd'hui. Donc, à nouveau, merci de vous être intéressé à Fos-sur-Mer pour faire atterrir votre projet. C'est sans doute une évidence géographique, mais il y a plein d'autres options. Moi, j'avais plein d'idées de vous faire passer par le nord de l'Espagne pour aller se connecter au réseau AESO. Donc, je suppose qu'il y a d'autres contraintes, mais je suppose que vous avez eu d'autres options. Et donc, le fait que vous choisissiez Fos, c'est pour nous très précieux. Donc, à nouveau, bravo pour cette concertation. En tout cas, ce n'est pas à moi d'en tirer le bilan, mais en tout cas, ce que j'en ai vu. Et merci pour cette marque de confiance dans l'écosystème phocéen. Merci à vous. Merci. Je crois que nous avons eu une prise de parole en ligne. Je vais laisser un des garants. Voilà, Madame Richard Ferruggi. Merci. Effectivement, il y a eu 2 prises de parole en ligne, non pas des questions, mais des précisions. En fait, donc Monsieur Hindering, pour préciser qu'un cahier d'acteurs a été déposé pour les associations Énergie et l'IFOS Farm en collaboration avec l'association Pontos Maritime et l'association Cooper de Giens, donc vous pouvez, qui est accessible sur le site de la concertation. Et sinon, une réaction du CRPMEM, donc le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie, qui félicite le travail effectué. Il a bien noté les intentions portées pendant les phases travaux et l'ensouillement. Il restera toutefois très attentif sur les avancées. Il reste disponible et à l'écoute des demandes à venir. Voilà, donc pas de questions en ligne, de réactions. Merci. Il y avait une nouvelle intervention, je pense, de M. Lucchesi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? Parce que je donne quand même la priorité aux gens qui n'ont pas encore pris la parole. Mais si ce n'est pas le cas, M. Lucchesi, c'est à vous. Alors, je vais réagir, M. Constantino, à une chose que vous avez dite. L'essentiel, j'approuve. Et dire que c'est la loi du marché qui décide et que le meilleur gagne, alors que des réseaux du type la ligne THT de RTE, alors que le réseau IFEN, alors que le réseau Provence Bleu pour de l'eau vont mettre en péril des projets et d'autres vocations de territoire, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient touristiques, ou qu'elles soient... Et que ça, c'est totalement insupportable. C'est-à-dire on ne peut pas... C'est le marché qui décide, lancer des projets qui vont être déstructurants pour d'autres vocations et le jouer comme on le jouerait au dé. Je suis désolé, mais le Grand Port Maritime n'est pas une principauté indépendante de Monaco ou d'autres, et donc vous êtes un fonctionnaire de l'État, etc. Vous devez tenir compte des conséquences des choix qu'on fait. Et on ne peut pas laisser ça à la simple hypothèse que c'est le marché qui tranchera, à savoir si l'hydrogène espagnol, allemand ou javanais est le meilleur du marché, et si ces projets très impactants, notamment par leur réseau, sont que le meilleur gagne. C'est juste insupportable. Oui, je me rends compte que ma phrase peut être mal comprise. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a la chance d'avoir des projets qui s'intéressent à notre territoire. Et ceux qui iront au bout, c'est ceux qui auront réussi à faire leur équation entre à qui ils vendent leurs produits, comment ils achètent leurs intrants. Voilà, et que malheureusement, il y a plein de territoires qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a 0 projet, donc il y en a 0 qui iront au bout. Nous, on en a beaucoup. Et ceux qui iront au bout, ils n'iront pas tous au bout. Enfin, je ne vois pas comment ils pourraient tous aller au bout. Sont ceux qui ont fait la meilleure équation entre leurs enjeux. Et dans ce sens-là, je veux dire, peut-être que le meilleur, en tout cas celui qui aura optimisé sa création de valeur, gagnera, compte tenu des contraintes qu'il aura et des risques qu'il aura à assumer. Voilà. Alors, il y a un seul projet d'initiative publique dans le système, c'est celui que vous compterez. Donc, c'est sûr que
Celui-là, il part avec un faisceau un peu différent d'enjeux. Mais en tout cas, pour les projets privés, on a, encore une fois, même Barmar. Enfin, derrière, nous, on voit Natran, l'ancien groupe Engie, l'ancien groupe GDF. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est des entreprises privées, comme ça a été rappelé, qui prennent un risque et qui choisissent de venir à FOSS et qui vont apporter une partie de la solution. Tant mieux, enfin, j'en suis ravi. Mais c'est pour dire que ils sondent leur marché et leurs acheteurs. Je veux dire, si José Noldin pouvait leur dire oui, j'achète votre hydrogène, j'attends X années, que vous ayez tout dérisqué, je suppose qu'il le ferait. Hein. S'il ne le fait pas, il y a des raisons très, très objectives et qui sont des raisons de marché. Voilà, c'est tout ce que je dis. Merci. Est-ce qu'il y a quelques dernières interventions? Oui, monsieur. Allez-y. Oui, juste un point que vous devriez aussi prendre au plan stratégique. L'intervention que je vais faire, elle est pour les représentants de l'État qui sont devant moi. Aujourd'hui, la France, est, en termes de réseau électrique, est bien interconnectée avec l'Espagne. Elle va l'être encore mieux avec le fameux projet qui est en cours de construction entre Bordeaux et Bilbao. Et en fait, quand on voit les échanges entre la France et les pays étrangers, bon, RTE s'est targué de dire qu'on avait vendu presque 100 TWh l'année dernière en exportation. En fait, on s'aperçoit qu'avec l'Espagne, si vous le regardez, alors moi je regarde tout, c'est très équilibré en fait. C'est-à-dire qu'entre ce que l'on prend et ce que l'on envoie, c'est très équilibré. Moi, ma lecture, c'est que, et ce que je vais dire, et je le redirai à des représentants de l'État à haut niveau, si on réussit à transfert énergétique par le Barmar d'hydrogène sur la plateforme de FOSS, ça signifie que, de l'autre côté, RTE transportera plus facilement de la base vers nos amis espagnols, puisqu'on est sur un système européen, donc réfléchissons Europe. Donc finalement, le bénéfice, globalement, il est là. Et aujourd'hui, on vend bien sûr à la Suisse, on vend beaucoup à l'Italie, beaucoup à l'Allemagne et beaucoup bien sûr à l'Angleterre. Est-ce que c'est gênant de vendre ça plutôt que de le consommer en France? Non, dès lors que sur ce sujet-là, on peut équilibrer les choses être encore meilleur avec l'Espagne. Donc il faut aussi regarder, et ça n'a pas été regardé, et c'est ça qui m'énerve le plus, pour ça que je suis venu parler ce soir, c'est que vous êtes un vecteur électrique, et vous devez rentrer dans l'équation sur le sujet de l'électricité au plan du territoire et de la région sud, et que on a trop de... Alors peut-être qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, mais il y a malheureusement... trop de gens qui sont concentrés sur cette fameuse ligne THT qui va planter, et alors qu'en fait, il faut avoir une vision globale et que vous êtes dans la vision globale. Voilà, donc j'insiste sur ce point-là parce que il faut se mettre au travail. Et il faut sortir des incantations qu'on n'arrête pas d'entendre encore la semaine dernière dans la Provence. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Heureusement qu'on a un président de région qui a enfin rencontré des maires et qui a enfin eu le courage de dire non. Il faut se dire les choses. Et donc, on va soutenir votre projet, on va demander que tout soit remis sur la table et que nos amis de RTE arrêtent. C'est pas possible de continuer comme ça. Ça met le bazar et on ne va pas arriver à passer le AFN. Merci. C'est un peu le problème avec les projets d'énergie, c'est qu'on commence toujours par un projet, puis on finit par reparler de la programmation pluriannuelle de l'énergie, finalement. Est-ce qu'il y a quelques dernières interventions dans la salle? Sinon, je vais peut-être laisser les garants, peut-être pour quelques mots de conclusion, enfin plus que quelques mots, puisqu'on arrive à la fin de cette concertation. C'est à vous. Bien, merci. Écoutez, on va se joindre au satisfecit général sur la richesse des échanges. On a vu, au regard de l'ensemble des compartiments que vous avez repassés en revue ce soir, que cette concertation a permis d'aborder vraiment énormément de questionnements très divers. Aussi, on avait prévu peut-être en mémo, nous, garants, 2-3 sujets pour voir si éventuellement il ne passait pas l'épreuve du feu, comment on pouvait les rappeler
à notre mémoire collective, mais en fait on voit que ce n'est pas nécessaire dans la mesure où vous avez bien fait ce travail quand même, je trouve, de tirer enseignement en fait, au fur et à mesure des réunions telles que se déroulaient. Alors je ne vais peut-être pas insister là-dessus, je vais peut-être insister sur un point qui est un peu peut-être une interrogation, qui est qu'au regard de cette richesse des échanges, on peut peut-être regretter qu'en partie cette concertation n'ait pas su ou pu trouver son public, en particulier le grand public. Alors c'est bien que vous apportiez les données que vous nous avez affichées tout à l'heure pour relativiser quand même ceci. On voit qu'effectivement, tout ne se passe pas en salle. Il y a eu une consultation assez massive quand même du site internet et c'est très positif. Mais globalement, il y a eu des réunions où en présentiel, on était très peu nombreux. Et c'était souvent, à regret, constaté par nous tous. Alors nous, on est là quand même pour témoigner du travail qui a été fait justement pour essayer d'apporter de la diversité dans les publics et aussi justement de la qualité dans les échanges. Et force est de constater que très tôt, on a su travailler avec vous pour justement, en phase préparatoire, aller au-devant des difficultés qui pouvaient advenir, parce qu'on sentait que ce projet, loin en mer, qui appartient à tout le monde et à personne, en étant dans la Méditerranée, risquait peut-être d'échapper à certains publics, notamment côtiers, et au grand public qui n'était pas forcément, on va dire, intéressé par les grandes problématiques énergétiques et de transition. Alors, globalement, très vite, on a réagi ensemble pour essayer de voir comment on pouvait adapter les dispositifs, mais le fait est que il y a eu quand même les outils et la visibilité médiatique finalement au local et en région pour qu'à un moment donné, il y ait l'information affichée et qu'elle puisse être à la fois visible et à la fois à destination du public de proximité. On en tirera le raisonnement que l'on peut, mais fait est que c'est une donnée dans l'analyse dont on ne sait pas forcément tirer parti aujourd'hui, mais qu'il faudra intégrer parce que c'est peut-être lié à la nature de ces projets-là que de finalement avoir des difficultés à toucher le public, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a eu un travail fait pour aller au plus proche des gens au travers de la PQR, etc. Pour autant, vous avez su, au travers des modalités, intégrer des points de vue très différents les uns des autres. Et ça nous paraissait important à être mis en avant. Notamment au-delà des rencontres, le format des visites de terrain et le format des débats jeunes qui a été testé à plusieurs reprises ont été vraiment des modalités très intéressantes, très riches aussi, généralement ne serait-ce parce qu'il y a eu autant de questions qu'on a pu en avoir ce soir sur des compartiments tout aussi vastes avec des degrés d'approfondissement vraiment surprenants. Et donc ça a permis vraiment, au-delà de ces rencontres en format réunion publique, d'intégrer une diversité de points de vue, et surtout celui en plus de ces jeunes générations qu'on a rarement finalement dans les rencontres plus conventionnelles. Donc c'était quand même très intéressant et de notre point de vue, ça méritait d'être rappelé. C'était très riche. Alors ça fait qu'il y a une grande diversité de profils qui ont pu à un moment donné s'exprimer. Sur les contributions, on retrouve en partie d'ailleurs aussi cette diversité de profils. On pense que c'est aussi ce qui a permis d'intégrer autant d'interrogations globalement sur le projet, au sens où l'opportunité a été questionnée de la première réunion jusqu'à la dernière, en intégrant là aussi des réflexions d'échelle qui nous semblent tout à fait pertinentes. Et vous avez pu répondre à beaucoup de questions qui d'entrée de jeu avaient été posées et qui le sont moins aujourd'hui, certainement parce que vous avez pu apporter des éclairages enrichissants pour les publics. Ce qui est vraiment à noter, c'est que l'ensemble des compartiments qui ont été abordés, depuis l'environnement, passant par les enjeux de gouvernance, de macroéconomie, etc., ils l'ont été par l'ensemble des publics, et notamment aussi par les plus jeunes, qui ont vraiment, à chaque fois, je pense, challengé un petit peu les discussions en allant sur des raisonnements qu'on essaiera de faire ressortir dans le compte-rendu, tant ils étaient intéressants. Alors ça vous a amené à apporter beaucoup de réponses complémentaires finalement, au-delà de vos périmètres de responsabilité, et ça aussi on tenait à le souligner, c'est que finalement, parce qu'on a discuté l'opportunité à une échelle très large, vous avez été amené à prendre la parole pour l'État français, pour l'État espagnol, peut-être même parfois, pour intégrer des enjeux de planification très larges. Et donc merci de l'avoir fait, parce que forcément, c'est ce qui a permis aussi de mieux comprendre les scénarios que vous avez mis en avant, alors qu'on était rentré dans les discussions avec une pluralité d'alternatives qui ont été au fur et à mesure peut-être moins discutées. Alors,
ça fait qu'on trouve globalement que, bien évidemment, le droit à la participation à l'expression des publics a été totalement respecté. Il y a quelques petits bémols ou points d'attention qu'il faudrait bien garder en tête, et certains ont été rapportés ce soir encore. Alors, premier qui n'est pas intervenu ce soir, mais qui nous semble pas des moindres, c'est que finalement, on attend encore quand même un petit peu d'avoir un regard sur ce qui se passe côté espagnol autour de ce projet. Il y a eu un effort fait sur la réunion intermédiaire pour intégrer, on va dire, un point de vue sur la dynamique de concertation espagnole. À l'échelle d'un PIC, projet d'intérêt commun, c'est vrai qu'on est en attente, c'était l'idée d'avoir d'ailleurs des calendriers croisés, d'informations encore supplémentaires quand même sur les retombées de cette concertation espagnole. On verra comment on peut le faire, mais ça ira au-delà, bien sûr, de notre propre bilan, nécessairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on l'a vu, il y a des enjeux d'imbrication des procédures et des temporalités. On a parlé d'IFEN. Donc oui, on est tout à fait sensible au fait que prendra relais cette concertation à la rentrée, avec des enjeux qui sont à la fois similaires, aussi tout autres au regard des 700 km et 4 régions traversées. Mais on va essayer de faire en sorte que ça s'imbrique bien dans les conclusions de cette concertation-là, tout comme il faudra voir comment les temporalités aussi permettent de questionner les enjeux liés à ISO ou à MIDI ou à Inframed prochainement. Il y a eu énormément de questions, notamment posées sur le territoire occitan, concernant justement le portage prioritaire, selon eux, des projets ISO ou MIDI. C'est vrai que je pense qu'il y a une attente de concertation sur ces projets-là, avec pourquoi pas des procédures dédiées qui pourront voir le jour et qui répondraient, je pense, à pas mal d'interpellations, on va dire, côté public occitan. On va aussi peut-être progressivement, et ça c'est un intérêt tout comme un point d'attention, pouvoir entrer dans des enjeux très précis. Les comités régionaux de pêche ont abordé des sujets qui méritent vraiment d'être travaillés en concertation continue. D'autres sujets liés à RTE, liés à d'autres porteurs de projets comme les développeurs éoliens, méritent eux aussi très certainement d'avoir une place en concertation continue. Pourquoi pas en présence de ces acteurs ressources-là, dont on a finalement souvent beaucoup parlé, mais qui n'étaient pas à la tribune. La concertation continue, c'est après aussi des temps d'échange technique qui peuvent permettre d'aller plus loin en leur présence, certainement, sur un certain nombre de sujets. Voilà. Et puis, bien sûr, le lien avec le débat territorial global. On a parlé d'Inframed. Il y aura une concertation à la rentrée sur le projet Inframed. Voilà. Il y a des questions sur les enjeux, bien sûr, liés au cumul de projets et aux effets combinés de ceux-ci sur le territoire. C'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer. Je disais qu'on ne reprendrait pas la concertation demain depuis le même point de départ quand on arrivera forcément sur IFEN, parce qu'il y aura eu déjà ces mois passés qu'il faudra bien intégrer d'une manière ou d'une autre à la réflexion, sans pour autant qu'on échappe au débat sur l'opportunité, mais bien évidemment aussi qu'il faudra revenir sur ce territoire, et quand je dis ce territoire, c'est celui du golfe de Fos et de la ZIP, au travers du dispositif de concertation IFEN, parce qu'il faudra aussi poursuivre les échanges qu'on a ce soir autour des hubs industriels locaux. Voilà. Je laisse la parole à mes co-garantes, si elles le souhaitent, pour ajouter un mot. Non, bien entendu, je réinsister. J'étais là ce soir en tant que garante sur le projet Barmar, mais également dans la concertation continue globale. Et bien entendu, on entend des questions qui sont soulevées qui relèvent de cette approche globale, donc qui ne relèvent pas directement des porteurs de projets. Et nous ne poursuivrons les recommandations faites auprès de l'État pour poursuivre sur ces différents sujets, dont typiquement une demande de précision qui était présente à l'issue du débat sur l'impact cumulé sur les milieux marins. Voilà, c'était un des sujets, mais d'autres également. Donc bien entendu, nous gardons cette tracée et la coordination entre les concertations. Et pour finir, donc, je vous rappelle que le bilan, nous devons l'écrire, merci pour les vacances, avant le 12 août. Il sera publié sur le site de la concertation et sur le site de la CNDP. En principe, à la fin du bilan, on a parfois, souvent, des demandes de précision sur des réponses qui nous sont apparues comme incomplètes ou absentes, des recommandations sur la suite de la concertation. Et vous aurez à nous répondre dans les 2 mois, et donc notamment pour préciser les suites qui seront données au projet, sur lequel un avis de la CNDP sera rendu. Ça, c'est pour la transparence sur le processus qui va suivre. Merci pour ces éléments.
Alors ce soir, effectivement, on arrive à une clôture. Voilà, c'est un moment qui s'achève, toute cette concertation préalable. 2 mois, puisqu'on avait démarré le 6 mai, puis on va continuer un petit peu plus jusqu'au 12 juillet. Vous le rappelez, encore le temps pour les cahiers d'acteurs, pour ceux qui le souhaitent. Cette concertation coordonnée à l'échelle européenne, coordonnée avec nos collègues espagnols, bien entendu, ça a été ce moment de concertation qu'on a vécu, puis un moment que vous avez, en tant que garant, beaucoup connu aussi, de préparation pour toute l'équipe et avec vous-même. Je pense pouvoir dire au nom de l'ensemble de l'équipe que c'est un sentiment d'avoir entendu et d'avoir capté beaucoup de richesse dans les débats, dans les éléments sur lesquels nous avons été interrogés, dans les éléments complémentaires qui ont été apportés par les différents intervenants, et beaucoup de richesse au travers de la diversité des modalités que nous avons connues. Vous citiez, M. Bourissou, les débats avec les jeunes. Je pense que nous y avons été très sensibles aussi. Parce qu'en plus, quand on porte un projet sur la transformation énergétique, et où on espère préparer de l'avenir, c'était particulièrement riche et important pour nous. Un moment où les choses s'achèvent avec cette concertation préalable, c'est aussi pour nous tous un moment où il y a beaucoup de travail qui va continuer, qui va débuter. Alors pour vous répondre, vous l'avez dit, et puis pour instruire proprement les éléments de réflexion, et puis les enseignements que nous avons captés là, et puis voir la suite du projet. Nous prenons bonne note, on le reverra dans le bilan, mais des points d'attention, et puis des différents enseignements. Si nous avons pu avoir cette richesse d'échange, c'est aussi parce que du point de vue technique, et je me tourne vers vous, tout a, je crois, plutôt bien fonctionné pour avoir beaucoup de monde à distance aussi, puis avoir différentes modalités. Donc je tiens à te remercier, Jean, et à remercier l'ensemble des équipes techniques qui ont rendu ces moments possibles. Et enfin, juste pour conclure, je voudrais vous remercier toutes et tous à distance, et puis toutes les personnes qui se sont déplacées, sont venues en salle, vous remercier pour vos contributions et tous les échanges que nous avons pu avoir et qui, je l'espère, continueront. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci.